Le krach des crypto-monnaies pourrait ne pas être un hasard. Une théorie explique pourquoi cela aurait eu lieu. Nous en discutons dans cette vidéo. Mais bon sang, vous venez de vivre l'un des pires crachs de l'histoire des crypto-monnaies. Selon pratiquement tous les indicateurs possibles, on peut se demander ce qui se passe ici dans le monde des crypto-monnaies. Mec, c'est vraiment fou. Nous couvrons simplement ce que vous devez savoir sur ce krach, où nous pourrions en être dans ce scénario. Ça a vraiment été mouvementé. Alors les gars, faites-vous un câlin ou quelque chose si vous êtes encore là, si vous avez survécu à la journée d'hier. Quelle journée de folie. Sur les marchés, voici une visualisation de ce qui vient de se passer dans la crypto ici. Mon Dieu, c'est intéressant. Partagé par Juan Lee. Juan Leong a partagé ceci. La volatilité implicite du Bitcoin a atteint 88%, un niveau rarement observé, tout comme les liquidations de contrats à terme. La dernière fois que nous avons eu ce type de volatilité implicite, nous étions à des creux majeurs du marché. Vous pouvez le voir ici. En 2022, l'effondrement de FTX était un peu plus important. C'est un événement historique, André partage ici. L'indice de sentiment des crypto-monnaies atteint son niveau le plus baissier depuis la chute de FTX. Je n'ai pas vu grand-chose de cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Je n'avais jamais vu la carte de liquidation du levier Bitcoin ainsi. Totalement penché, aucun long. Les vendeurs à découvert ont pris un record de position courte. C'est fou, vraiment, ça me sidère en fait. Ils ont liquidé absolument toutes les positions longues, putain. Tout le monde s'est fait sortir. À la fin, il restait seulement quelques millions de dollars en position longue sur le Bitcoin. Tout le monde s'est fait sortir, ils ont tout pris. C'est du jamais vu. Mais maintenant, à l'inverse, on a 30 milliards de dollars de position courte. D'accord, c'est problématique parce que ça crée une énorme incitation à un short squeeze. Vous pouvez voir les plus gros niveaux ici, autour de 96 000, 97 000, 98 000, n'est-ce pas? Donc avec la hausse des prix, les gens devront fermer, couvrir ou se faire liquider, non? Donc vous pouvez voir de gros pics, je pense, entre 73 et 92, c'est la grande zone. C'est là que se trouve l'essentiel du mouvement pour eux. Mais ils pourraient être gourmands et essayer d'atteindre aussi les gars à 97 000, mais ils auront probablement déjà été majoritairement clôturés manuellement à ce moment-là. Cela changera dynamiquement à mesure que le prix remontera. Mais c'est fou, mec. La remise sur Coinbase est à son niveau le plus bas jamais vu. Il y a un véritable climax de vente en ce moment. Loup de Wall Street, loup de toutes les rues, mauvais loup. Bitcoin, c'est Scott Melker. Mec, bon chat. Bitcoin est survendu selon le RSI sur le graphique hebdomadaire. C'est la 5e fois, ce qui est rare. Jamais, 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 jamais. Regardez ça. 2015 a marqué le point bas, 2018 a marqué le point bas, 2022, cela n'a pas marqué le point bas. Mais ça aurait dû. Car personne ne pouvait prévoir l'effondrement de FTX. Le signal est apparu autour de 20 000 dollars en 2022. Et nous avons encore baissé d'environ 20% après l'effondrement de FTX à partir de cette lecture hebdomadaire survendue sur le RSI. C'était l'événement inattendu qui a conduit le marché à son creux final. Je sais que certains disent « Montre-moi les graphiques et je te montrerai les actualités ». Mais restons sérieux. Personne n'aurait pu prévoir l'effondrement de FTX. Bon bref, pour continuer, c'est intéressant. Subutrade a partagé ceci. Il a dit « Le Bitcoin est en train de s'effondrer. Le RSI du Bitcoin est en dessous de 21, c'est le niveau de survente le plus bas depuis 2023. Des conditions de survente similaires dans le monde ont vu le Bitcoin rebondir 9 fois sur 10 le lendemain. Nous en sommes là, évidemment, actuellement. Le gain moyen lors du rebond était de 3,3% 2 semaines plus tard. Dans la plupart des cas, le prix avait augmenté, parfois jusqu'à 10 ou 20%. D'accord, Titan de Crypto partage ici un graphique intéressant pour nous. Il a dit « potentiel point bas du cycle ». Est-ce que le Bitcoin a déjà atteint son point bas? Cela ne ressemble pas à un creux de cycle classique, mais ce n'est pas forcément identique. Le marché a toujours raison, on s'adapte. Mais c'est intéressant, nous sommes à la phase d'accélération de la tendance baissière, on traverse ce marché baissier à toute vitesse, les gars. Donc si cela s'avère exact, alors nous pourrions encore avoir un peu plus de souffrance sur les prix dans un avenir pas si lointain. James Itor, qui arrive sur Bitcoin, dit « Maintenant, nous retrouvons un scénario familier ». Les experts qui publient au fait des graphiques utilisés sur Bitcoin recyclent toujours les mêmes affirmations fatiguées. C'est une arnaque, c'est fini, c'est trop tard, c'est Epstein les gars, Epstein n'est pas Satoshi. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, c'est le truc quantique. Le quantique n'est pas un problème. Saylor va régler ça.
Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas à zéro, ça ne va pas à zéro. Chaque cycle, c'est la même rengaine, le même récit recyclé présenté comme une révélation, déclarant que la valeur refuge du Bitcoin est nulle. En tant qu'analyse, le refus de reconnaître que la souveraineté monétaire évolue au-delà de l'État. La Clarity Act, c'est la principale législation sur les actifs numériques. Son adoption aux États-Unis est imminente. Le marché démontre une précision qui remet en cause la notion classique de découverte des prix. Wall Street se prépare à la tokenisation de milliers de milliards d'actifs traditionnels, alors que le récit public décrit toujours le Bitcoin comme un échec. Oui, bon point. Ignis dit « Je pensais que les affirmations selon lesquelles Epstein avait créé le Bitcoin étaient exagérées, mais en vérifiant sur Reddit, les particuliers croient vraiment que le Bitcoin a chuté à cause de ça. C'est contre ces gens-là que vous pariez, les gars, c'est eux qui sont de l'autre côté de la transaction. D'accord, les gars, Michael Saylor dit. La stratégie lancera un programme de sécurité Bitcoin, avec les communautés mondiales de cybersécurité et de crypto pour contrer les menaces quantiques. Allez, les gars, on n'apprécie pas assez Saylor. Il va littéralement sauver les bitcoins quantiques, d'accord, et c'est lui qui a le plus d'enjeux, non? À part Satoshi, l'homme qui a le plus à perdre d'un piratage quantique de bitcoin, c'est Michael Saylor. Bien sûr qu'il va aller de l'avant. Je veux dire, les gars, au cas où vous auriez oublié, Strategy était en fait une entreprise de logiciels à l'époque, donc ils doivent sûrement s'y connaître un peu en cybersécurité et tout ce bordel. Le bitcoin rebondit bien après avoir touché ses plus bas ici, et j'ai mis ça ici, laissez-moi revenir un peu par ici. J'ai mis ça ici. Parce que cette lecture du RSI, je n'arrive pas à y croire, est descendue en dessous de 16. C'est juste dingue, mec. C'est la lecture du RSI la plus survendue depuis le crack du Covid. Il faut que tu comprennes ça. Eh bien, peut-être qu'en 2023, on en a eu une assez basse aussi. D'accord? Donc depuis 2023, mais c'est comparable au crack du Covid aussi. 2023 était mauvais, mais c'est seulement descendu jusqu'à 19. Le crack du Covid était à 15, d'accord. Des conditions extrêmement survendues qui ont marqué un creux local. Bien sûr, le crack du Covid est à inscrire dans les annales, celui-ci aussi. Ça m'a été une vente absolument dégoûtante. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas eu de reprise en V immédiate. Maintenant, nous avons eu un joli rebond. Mais il a fallu 6 semaines avant que le prix du Bitcoin ne retrouve son niveau d'avant le crack du Covid. Et je ne dis pas que c'est ce qui va se passer maintenant. Je veux dire, ce serait fantastique, faisons-le bien. Je ne dis pas que ce soit le scénario le plus probable, il est possible qu'on reste plus longtemps à de bas niveaux que certains ne l'admettent. D'accord, on est vraiment cassé structurellement ici. Mais il se peut que des acheteurs interviennent sur le Bitcoin, les acheteurs d'ETF pourraient avoir ces prix et se dire « Ah putain, ouais, achetons du Bitcoin, mec ». C'est tout à fait possible. Et cela pourrait nous faire remonter plus vite que ce que les gens pensent, on pourrait avoir ce genre de processus de reprise qui se produit en moins de temps. Au fait, le volume d'hier était absolument dingue, donc c'est le genre de volume qui marque généralement une capitulation. Oui, d'accord, un volume énorme. Je veux juste vous donner un peu de contexte ici. Nous n'avons pas vu un volume comme celui-ci depuis le 24 novembre, le jour où Trump a été élu. D'accord, ou depuis le jour de la vente massive du yen lors du carry trade japonais. D'accord, donc des situations très similaires ici, l'une à la hausse, l'autre à la baisse, mais c'est vraiment une journée absolument énorme en termes de volume. Habituellement, c'est une confirmation de l'arrivée d'un potentiel point bas. On voit ce genre de volume extrême. Avec des lectures extrêmement survendues, cela rend plus probable qu'une position basse va se former ici pour BTC. Mais bon sang, on a beaucoup de travail à faire, mec. Ce sont des graphiques vraiment très abîmés en ce moment. Je veux dire, sérieusement, on a chuté de façon massive, mais on n'est pas le seul marché à avoir chuté aussi fort, et j'ai plus d'informations à ce sujet dans un instant. J'ai actuellement une position longue sur le Bitcoin, ouverte à environ 65 000 aujourd'hui. Actuellement, on est à 1 500 $ de profit et pertes non réalisées. Je pense que si on monte vers 67, 68, quelque chose comme ça, je vais probablement remonter le stop loss au point d'équilibre. Donc, parce que qui sait ce qui va arriver au marché dans les prochains jours, tu vois. Mais ouais, jusqu'ici tout va bien. Je n'ai pas vraiment attrapé le point bas. J'étais en train de dormir, mais mec, j'attendais, j'étais tenté. Ici, vers 67 000, je me disais, mec, ça devient vraiment brutal. Mais ensuite, ça a juste commencé à descendre. On regardait ça sur le Discord hier soir. Tu sais, avec l'équipe, on traîne et on passe un bon moment, mais on observe quand même, comme un accident de train au ralenti. Et c'est juste comme, ok, on a perdu 65 000, oh merde. 10 minutes plus tard, voilà 40 000 ou 64 000, genre, oh merde, on a perdu 64 000. 3 minutes plus tard, 63 000 sont partis. Et ce genre d'effet en cascade, alors que le prix continuait de chuter, c'est aussi le genre de choses qu'on voit lors d'un événement de capitulation.
Bon bref, actuellement je suis en position longue sur Bitcoin ici. Si vous voulez me rejoindre pour trader sur Bitunix, bien sûr il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'inscrire sur Bitunix. Il y a un lien en bas. Vous pouvez vous inscrire. Déposez 1000 $, vous obtenez un bonus de dépôt d'1 $. Déposez 2000 $, vous obtenez un bonus de dépôt de 400 $. Le bonus de trading va jusqu'à 9420. D'accord, c'est vraiment fou ici. Le lien est en bas, allez jeter un œil et rejoignez le trading. Sinon, vous pouvez gagner de l'argent à la hausse ou à la baisse sur les marchés. Et Bitunix est disponible pour tout le monde, partout. C'est probablement pour vous. Allez voir. Donc, on continue. La guerre d'Iran, la Troisième Guerre mondiale, tout cela va arriver. Je pense que ça effraie aussi les marchés. Le département d'État américain a demandé aux citoyens américains de quitter les négociations actuelles entre l'Iran et les États-Unis à Oman. Oh mec, je ne peux pas m'en empêcher de toute façon. Ce n'est pas la raison pour laquelle la crypto a chuté. D'accord, mais c'est un contexte intéressant pour ce qui pourrait se passer ce week-end si ces négociations ne se passent pas bien. Est-ce que Trump va commettre le chant de la chanson bombe, 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 bombe Iran de toute façon? Je crois que Lindsey Graham a dit ça, donc c'est vraiment fou de toute façon. Ryan, le cheval de course, affirme que c'est l'une des ventes les plus ordonnées et contrôlées dès qu'il ait vu récemment une grosse position vendue méthodiquement, sans panique. C'est vrai, c'est très intéressant. Tu te dis, waouh, ça doit être les ETF Bitcoin, non? Les ETF Bitcoin ont enregistré 434 millions de dollars de sorties hier. Hier. On pourrait croire qu'après ce carnage, il y aurait eu 1 milliard de dollars de sorties en une journée, mais ce n'est pas arrivé. Ibit, qui est l'ETF Bitcoin de BlackRock, a connu hier sa plus grosse journée de volume de tous les temps, plus de 2 fois les précédents records. D'accord, la plus grosse journée de volume jamais enregistrée. Cela signifie que de nombreux acheteurs sont intervenus à ces prix pour tous les vendeurs. D'accord, il faut comprendre que même si on a encore eu 400 millions de dollars de sorties nettes, il y avait énormément d'acheteurs qui sont intervenus. Bien, c'est fantastique. Maintenant, voici la théorie. Je vous l'avais promis au début de la vidéo. Voici la théorie, les gars. Parker a partagé ça. C'est la journée au volume record sur Ibit. On vient de le partager. 900 millions de dollars de primes d'options ont été échangés aujourd'hui, un record pour les options très demandées. Vu ces faits et la chute synchronisée du Bitcoin aujourd'hui, les faibles liquidations sur les plateformes CFI me font penser que le problème concerne un gros détenteur d'Ibit. Ibit est la première plateforme de trading d'options Bitcoin, donc je pense que le fonds spéculatif qui négocie ces options est responsable. Si vous regardez les déclarations 13F pour Ibit, vous trouverez un nombre intéressant de noms qui ont la majorité de leurs fonds dans Ibit. En fait, il y en a quelques-uns qui ont 100% de leurs fonds dans Ibit, ce qui signifie probablement qu'il n'y a pas de marge croisée. La principale raison de créer un fonds pour un seul actif serait d'isoler les marges, évitant ainsi aux courtiers de réclamer leurs actifs si la transaction échouait. Fait intéressant, la plupart de ces énormes fonds monoactifs sont basés à Hong Kong. C'est une histoire vraiment fascinante. Quand nous verrons les graphiques concernant l'argent, vous allez être époustouflés, d'accord? Il est dit. Les traders asiatiques, surtout en Chine, ont fortement participé aux échanges d'or et d'argent. Aujourd'hui, l'argent a perdu 20%, son deuxième plus grand mouvement en une journée depuis longtemps. Nous savons aussi que le carry trade sur le yen japonais est en train de se dénouer à un rythme de plus en plus rapide. Cela me pousse à penser que le responsable de l'explosion de l'Ibit aujourd'hui était un ou plusieurs fonds spéculatifs non crypto basés à Hong Kong. Comme l'a noté Franklin B, le fait que ces fonds ne soient pas liés à la crypto expliquerait pourquoi personne ne les a remarqués. Ils auraient probablement peu ou pas de contrepartie crypto, ce qui signifie une isolation totale. D'accord, d'après les réseaux sociaux. Le dernier petit élément de preuve ici, c'est que je connais personnellement plusieurs fonds spéculatifs basés à Hong Kong qui détiennent du DF, DFTV, leur jeton, qui a connu la pire journée de baisse de son histoire, avec une baisse significative du MNAV, le MNAV est resté stable. Maintenant, je peux facilement imaginer comment les fonds auraient pu utiliser un effet de levier sur Ibit avec du capital emprunté en yen japonais. Intéressant, non? Les liens du 10 octobre auraient pu créer un trou dans leur bilan qu'ils ont tenté de combler avec de l'effet de levier en attendant le rebond. Cela a-t-il entraîné plus de pertes et des coûts de financement plus élevés en yen japonais? D'accord, c'est intéressant. Maintenant, l'autre partie de l'histoire. Donc, il s'agit ici d'un potentiel débouclage. L'autre aspect de l'histoire ici aussi, c'est le Nasdaq a demandé à la SOC de lever immédiatement les plafonds de contrats d'options sur les principaux BTC et ETF. Sans attendre 30 jours, la SEC a accepté. Les plafonds de contrats ont été supprimés le 21 janvier. Le Bitcoin a plongé le 29 janvier. D'accord, maintenant c'est une date très intéressante pour que cela se produise.
D'accord, parce que si on revient à ces fonds, peut-être que ces fonds étaient aussi massivement acheteurs sur l'argent, et peut-être même au sommet sur l'argent. D'accord, parce qu'il y a une corrélation folle que je veux vous montrer tout de suite. D'accord, non, écoutez, personne ne connaît la vérité sur ce qui s'est exactement passé. Ce ne sont que des spéculations. Je spécule, tout le monde spécule, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Regardez ça, d'accord? 29 janvier. Les Silvertops, d'accord, 121 dollars. Le lendemain, ça s'effondre de façon gigantesque. D'accord. Et hier, il y a eu un pic de vente, ça a chuté jusqu'à 64 dollars, une baisse de 47. Non, les gars, c'est insensé. L'argent a chuté de 47% en une semaine. En une putain de semaine, mec, ce qui paraît complètement fou. Mais ensuite, pour ça aussi, tu réalises, attends une seconde. Le Bitcoin n'a-t-il pas commencé à s'effondrer le 29 janvier? Oui, c'est bien ça, oui, c'est bien ça. Maintenant, je pourrais dire, eh bien, ce n'est qu'une corrélation. Les actifs risqués sont simplement en train de se retirer du risque. Qu'est-ce que vous allez faire, les gamins? Se retirer du risque? Encore mes conneries. Bref, voilà le truc. Il serait logique que nous ayons quelques gros fonds. Parce que les ventes étaient folles, c'est un type de vente qu'on ne voit pas normalement. D'accord, les ventes étaient absolument folles. Concernant le BTC, donc des sorties de Bitcoin, de nombreux altcoins résistaient assez bien sur la blockchain jusqu'à la capitulation finale. Mais disons que vous avez un tas de fonds en Asie de l'Est qui faisaient du carry trade. Ils se sont fait exploser en essayant de prendre des positions longues, Bitcoin s'est fait exploser en essayant de prendre des positions longues sur l'argent, et tout s'est effondré. Ils ont dû vendre tout leur argent, ils ont dû vendre tout leur Bitcoin, faisant chuter massivement les deux actifs en seulement quelques jours. La corrélation entre le prix de l'argent et celui du Bitcoin est incroyable, absolument incroyable. Ils ont tous les deux commencé à chuter le même jour. Ils ont tous les deux baissé à peu près dans les mêmes proportions. Bon, donc peut-être que c'est fini maintenant, peut-être que le pire de la vente s'est terminé hier. Je suppose qu'il nous reste environ 2 heures et demie avant l'ouverture des marchés américains et nous verrons si d'autres difficultés nous attendent, dit Gold. Je pense qu'une fois que la majeure partie de la baisse est passée, on entre en phase d'accumulation. Le marché devient très calme pour des mois, peut-être jusqu'à la seconde moitié de l'année. Je ne pense pas qu'un nouveau marché haussier commence. Essayer d'attraper un couteau qui tombe serait insensé. Les retournements en V sont l'exception, pas la règle. Souvenez-vous de ce à quoi ressemble réellement la plupart des retournements. Les choses peuvent prendre plus de temps et mettre votre patience à l'épreuve plus que ce que vous êtes prêt à supporter. D'accord? André ici partage un excellent point, mec. Il dit: aucune bulle financière n'éclate en période de forte liquidité. Depuis 2021, la masse monétaire mondiale croît à un rythme record. Le crédit chinois est au plus haut, la masse monétaire américaine repart à la hausse et la courbe des taux s'accentue. La Fed n'augmentera pas les taux de sitôt. En fait, le nouveau président de la Fed va probablement baisser les taux, et ce, de manière significative. D'accord, cela finira par éclater en 2026. Donc même si nous avons connu pas mal de turbulences, d'accord, il y a de fortes chances, d'un point de vue macroéconomique, que beaucoup de bonnes choses nous attendent encore. Bien sûr, Bitcoin n'a pas été le seul actif affecté. Tout a été impacté. James Easton partage ce graphique hebdomadaire de Solana. Le RSI n'a été aussi bas qu'une seule fois auparavant, et cela a marqué le point bas exact à 799 fin 2022. C'est maintenant 81 dollars pour 13%, plus haut, mais malheureusement pour James, ça a chuté beaucoup plus bas, a dit Blunt. Le niveau 0,7 de Fibonacci a été atteint sur Séoul et non. Le monde achète du Solana avec une remise de 78% par rapport au plus haut historique. Une mauvaise décision à long terme. Non, regarde cet homme. C'est descendu à 67 dollars la nuit dernière, c'est fou. C'est resté là seulement quelques minutes. En dessous de 70 dollars, c'est déjà remonté au-dessus de 80. Je veux dire, c'est le genre de chandelle qu'on veut voir. D'ailleurs, tu peux voir ici, c'est le genre de chandelle qu'on veut voir. Après avoir été aussi survendu. Donc c'est encore un achat très fort, un énorme volume de capitulation, un achat très puissant après la dernière cascade de liquidation et de capitulation ici. D'accord, avec une chandelle. Cela pourrait potentiellement marquer le creux à court terme, au minimum ici. Pour Solana, d'accord, donc si vous vous attendez à ce que Solana s'effondre jusqu'à 50 dollars aujourd'hui, c'est un pari assez contrariant. En considérant les volumes d'hier, la bougie d'aujourd'hui et les lectures de survente sur le RSI. Maintenant, si ces gros vendeurs ont encore besoin de larguer des milliards de dollars de crypto-monnaies, alors là tout peut arriver. Mais jusqu'ici tout va bien, disons. D'accord? Jim Bianco partage ceci.
J'ai déjà partagé le graphique ARK hier, mais je veux aussi montrer celui-ci, car ce sont des actions logicielles comparées au prix du Bitcoin. Qu'est-ce qu'on fait ici, mec? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Sommes-nous une couverture contre la dépréciation? Non, sommes-nous une couverture géopolitique? Non, apparemment, on est juste un pari à effet de levier sur le Nasdaq et les actions de logiciels, apparemment. Bon sang, Louise, mec, je te jure, ce graphique est trop drôle. Google et on prévoit des estimations de CAPEX plus élevées. Oh, c'est trop mignon. Amazon et on prévoit des estimations de CAPEX plus élevées. Bonjour les ressources humaines. Oh là là. Amazon baisse de 11% en raison de prévisions CAPEX 2026 supérieures aux attentes, revenant à la moyenne mobile 200 jours. Et en fait, les pré-marchés montrent qu'Amazon est en train de complètement s'effondrer aujourd'hui. Regardez ça, la ligne de tendance est détruite. C'est la ligne de tendance, bien sûr, qui était intacte jusqu'ici. Depuis les plus bas des tarifs d'avril, le prix en pré-marché l'affiche à 206. Homme sauvage. Cela le ferait baisser de 16% en 2 jours, c'est brutal. Je vais peut-être devoir acheter encore un peu d'Amazon SPX. Actuellement, les pré-marchés sont largement dans le vert, comme s'ils étaient un prêt à exploser et à pomper. Oh là là, ça nous ramènerait dans cette fourchette. Et c'est pareil pour le Nasdaq montre aussi une légère hausse en pré-marché ici. Donc on a eu de grosses ventes ici. Nouveau test. Maintenant, la moyenne mobile à 200 jours devient un scénario logique dont on ne devrait pas avoir peur. D'accord, juste pour info. Et si vous ne faites pas encore partie de notre cercle, les gars, vous ratez vraiment quelque chose. Alors allez-y, le lien est en bas, allez jeter un œil. C'est vraiment génial. L'équipe est là-bas, j'y suis aussi. On partage des positions longues, courtes, crypto, actions sur métaux. On cherche à vous faire gagner sur ces marchés. Vous recevez des rapports hebdo, dont un sur le cuivre cette semaine. D'accord, vous recevez des rapports hebdomadaires sur les altcoins populaires comme Canton, qui a réussi à très bien tenir pendant ce crack massif du marché. Vous aurez accès à notre bot Token Sniffer et bien plus encore, le lien est en dessous. Allez jeter un œil. Merci pour votre temps les gars. Je sais que ça t'a été fou et que ça peut encore devenir difficile là-dehors. D'accord, Justin. Même si c'est probablement un scénario de creux, avec la capitulation, le RSI et tout ce genre de choses, les choses peuvent toujours devenir encore plus folles. D'accord, alors soyez simplement prêts à ce genre de scénario, mais espérons le meilleur. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez un bon week-end, on se retrouve bientôt, au revoir.